1er avril 1935, le quotidien parisien à diffusion nationale Le Matin titrait en première page « Une extraordinaire affaire de stérilisation à Bordeaux. Une quinzaine d'individus à tendance libertaire se sont soumis à une mutilation volontaire qui fut opérée par un médecin étranger d'origine autrichienne qui a pris la fuite. 3 stérilisés ont été arrêtés. D'autres arrestations sont imminentes. Quel était le but poursuivi par l'étrange praticien si dangereusement entreprenant ? » Ce titre connaît le même jour des échos dans la presse locale et régionale. Ainsi, la Petite Gironde et la France révèlent que des arrestations ont eu lieu la veille et l'avant-veille, soit les 30 et 31 mars 1935, dans le cadre d'une enquête sur des stérilisations clandestines, et qu'une quinzaine d'hommes auraient payé entre 100 et 150 francs pour être opérés le week-end précédent. Au cœur de cette affaire, un nom, celui de Bartosek, Norbert. Il est médecin, autrichien, en exil de son pays qu'il fuit de la montée des nationalismes et du fascisme. Il est le frère d'un autre médecin, co-inventeur d'une technique rapide de vasectomie sous anesthésie locale. Comment une affaire de vasectomie clandestine dans un appartement de Bordeaux a mis le feu au débat en France et en Europe de ces années déjà troublées et très marquées par les confrontations de philosophie et idées très radicales? Les actes de Norbert Bartosek et ses compères étaient-ils criminels? Existe-t-il des crimes médicaux éthiques? Existe-t-il des crimes médicaux politiques? C'est le sujet passionnant de notre épisode du jour. Bonjour, bonsoir. Vous écoutez Medicine City, le podcast de True Crime médical francophone. Nous explorons ensemble les recoins les plus sombres de la cité médicale humaine. Je suis Falsiparum. Et moi Bloody Nurse. Nous sommes mariés dans la vraie vie pour le meilleur et surtout pour le pire. Nous sommes de grands amateurs de podcasts, nous avons décidé ensemble de nous lancer dans cette aventure. Je suis préleveuse de sang professionnelle, fan de transfusion et enquêtrice amateur. Et moi, je suis médecin professionnel. Et comme Bloody Nurse, également criminologue amateur. Alors si vous souhaitez nous entendre vous raconter les crimes, les scandales ou encore les affaires les plus sordides de la médecine, vous êtes ici chez vous. Je vais de suite faire une mise en garde pour vous, chers auditeurs. Compte tenu des sujets abordés, nous ne recommandons pas l'écoute de ce podcast à un public non averti. Nous essayerons de vous prévenir des moments les plus difficiles, même si l'idée n'est pas de faire dans le sensationnalisme. Ou le partage de recettes funestes. Non, ça c'est sûr, c'est pas un blog de cuisine ici. Mais sur ce Bloody Nurse, ne serait-il pas temps d'enfiler nos blouses, nos stétos, et nous plonger dans l'univers aussi fascinant que sombre de la santé humaine et de ceux qui la pratiquent? Allez Falsiparum, allons-y. Mais juste avant, pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux, nous laisser des likes et commentaires. Oui, ou encore de nous rejoindre sur notre Patreon, où vous trouverez du contenu bonus additionnel au fur et à mesure des épisodes et des saisons. Mais sur ce, je crois qu'il est temps de passer les portes de la ville. C'est parti! Et bonjour, bonsoir, Bloody Nurse, comment tu vas ce soir? Ça va, bien mieux que toi. Bah oui, c'est vrai que moi je sors de mon chikungunya qui m'a bien tanné pendant 3 jours et qui me laisse encore des séquelles douloureuses et d'impotence fonctionnelle relative sur mes actes de la vie quotidienne, mais effectivement, c'est pas une expérience folle que je recommande, mais on y est tous passés, ça y est. Oui, 5 sur 5, après il y a plus de 10 000 cas sur l'île, et puis il y a eu 2 décès aussi d'ailleurs. Oui, avec des nourrissons maintenant et qui sont une personne âgée aussi. Ouais. Pas mal de nourrissons qui sont hospitalisés, et c'est vrai que c'est pas, ça semble pas être très sous contrôle pour l'instant cette histoire. Et puis en plus c'est les cas déclarés. Il y a plein de gens qui font pas la prise de sang pour... Bah parce que les laboratoires sont débordés, et que de toute façon même les gens ils connaissent les symptômes, c'est connu quoi, ouais. Donc du coup ils vont pas forcément... 4 à 5 fois plus de cas que les cas vraiment débordés. Eh bien écoute, sur le sujet du jour, je pensais pas avoir à traiter ça comme un épisode entier, et je t'avoue que malgré tout ça a été un sujet passionnant à investiguer. Un vrai rabbit hole, comme on dit chez les anglo-saxons. Alors un rabbit hole, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, c'est une sorte de dossier dans lequel plus on creuse, plus on trouve des choses et des ramifications, et plus on peut aller loin. Et ça a été vraiment un plaisir de traiter ce sujet-là, parce que globalement je partais avec une vraie préconception quasi négative en me disant que c'était un non-sujet en fait pour notre podcast qui parle d'affaires criminelles, d'affaires sordides ou d'affaires scandaleuses. Ça part pour être un scandale là, non?
Eh ben, tu vas voir que oui, ça va. Il va y avoir du criminel, il va y avoir du scandaleux. En tout cas, sur la conception judiciaire, il va y avoir des procédures, il va y avoir des poursuites. Mais en tout cas, j'ai eu le temps d'y réfléchir assez assidûment sur la table d'opération, tu veux dire? Ouais, sur la table d'opération, parce que il y a peu de temps, j'y ai eu recours moi-même à cet acte-là. Et il y a 3 semaines, hein? Oui, il y a 3 semaines, parce que voilà, et comme j'ai eu le temps d'y réfléchir, que je suis tombé sur un sujet qui était intéressant, ben, je pense que c'est important de prendre la parole et puis de nous exprimer sur le sujet, nous les hommes de la contraception, même si c'est une décision personnelle qui m'engage moi surtout, c'est vraiment quelque chose qui a des enjeux sur notre vie de couple. Parce que c'est toi à la base qui m'en a parlé en premier. Tout à fait. Je t'ai jamais rien demandé. Et c'est toi qui, à la sortie de la maternité pour la dernière, qui m'a dit je pense que je vais prendre un rendez-vous chez l'urologue, parce que ça se passe là-bas. Et nous sommes 8 ans après. 8 ans après. 8 ans après. Et c'est fait. C'est ça. Parfois, ça fait partie des choses qui... On se prend par la vie aussi. Qu'il faut mûrir, et puis voilà, on se fait prendre par la vie. En tout cas, clairement, ça va être un soulagement pour moi, ça c'est sûr. Quelque chose qui est une des décisions fondatrices de notre vie de famille, comme d'autres décisions qu'on a prises avant. Du coup, à la place, on a pris un chien. C'est ça. Et j'invite nos auditeurs masculins à y réfléchir, à en parler, éventuellement à diffuser ou à repartager cet épisode qui peut leur servir de prétexte pour amener le sujet si besoin et de venir en témoigner. Les commentaires sont ouverts, nos réseaux sociaux le sont aussi si vous avez des questions sur le sujet de la contraception aussi, n'hésitez pas, on est là aussi pour ça. Tout à fait. Donc pour revenir au sujet du jour et au sujet de la stérilisation, honnêtement j'avais prévu de traiter le sujet de la stérilisation dans des épisodes de Medicine City, mais plutôt sous l'angle de stérilisation forcée de population, et notamment ciblée en raison de leur handicap, de leur ethnie, de leur phénotype. Et bien entendu, sur le sujet, il y a vraiment matière à parler, puisque on a ici la Réunion, les années 70, je crois que c'était. Les nazis, les Suédois, les Australiens, les Japonais, les Péruviens, et bien entendu, effectivement, ici à la Réunion, les Français, qui ont eu des politiques systémiques de stérilisation. Bref, il y a eu tout un tas de cas de figure, et je pourrais le dire, quasiment tous les pays ont eu recours à ces techniques-là et à ces méthodes de stérilisation sur tout ou partie de leur population, notamment sur un certain nombre de minorités. Bref, je ne voyais pas vraiment de crimes médicaux dans le sujet de la vasectomie, puisque bien entendu, quand on parle de stérilisation forcée, et on verra dans les épisodes qu'on traitera, souvent ça s'oriente vers les femmes. Voilà. Bah oui. C'est un peu moins souvent... Il ne faut pas toucher à la virilité de l'homme. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, sur la vasectomie, encore moins la vasectomie choisie et assumée par la personne en elle-même en tant qu'individu, je ne voyais pas de sujet de crime médical. Oui, mais si tu regardes, il y a les avortements clandestins qui se passaient mal, il y en a qui l'ont fait à la barbare. Enfin, je veux dire, il y avait des sages-femmes, des médecins qui faisaient ça avec toute la meilleure volonté, toute la gentillesse, la bienveillance. Mais il y en a qui faisaient ça n'importe comment, et là, ça devient un crime, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, mais de toute façon, je te dis, il y a vraiment matière là, à en parler. Là, c'est possible aussi, on a prévu des épisodes sur ça. Si tu mets un cintre à l'intérieur de l'urètre, c'est pas cool, quoi. Malheureusement, le sujet, c'est un sujet d'actualité brûlante quand on voit un petit peu ce qui se passe, notamment dans un certain nombre de pays, et en particulier aux États-Unis actuellement. Oui. Et donc, on a vraiment matière à traiter, mais en tout cas, sur le côté masculin, vasectomie et vasectomie choisie, je voyais pas trop. Puis, comme je te disais, j'ai eu le temps d'y réfléchir, j'ai commencé des recherches, et puis de fil en aiguille, j'ai découvert que ce dossier dont on va traiter aujourd'hui avait des ramifications un peu partout, dans une Europe des années 30, qui est une Europe ultra chamboulée, et j'ai découvert que le débat ouvert à l'époque, en 1935 à Bordeaux, avait couru longtemps après, et il n'est pas totalement certain que le débat soit complètement clos aujourd'hui sur le sujet. Oui. Et donc voilà, c'est ce que... Quand on entend plein d'hommes, même des femmes, qui disent que c'est
la contraception, c'est pas une affaire d'homme. Tout à fait. Ben si. Tout à fait, ouais. Mais c'est pour ça qu'en fait, j'invite les gens à en parler entre eux, et puis les hommes parmi mes auditeurs à prendre ce sujet comme un vrai sujet et à y réfléchir en tant que personne, en tant qu'individu et en tant que partie prenante d'une vie de couple. Ouais. Alors, donc je t'emmène à Bordeaux maintenant pour vraiment parler de notre affaire. Dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest. Et pourquoi on appelle ça l'affaire des stérilisés de Bordeaux et surtout, je vais essayer de t'expliciter le sous-titre parce que maintenant que tu as le conducteur sous les yeux, tu as vu ce sous-titre un peu bizarre qui est ni chair à canon, ni chair à patron. Oui, que je ne comprends pas du coup. Et en fait, on va inscrire l'analyse de ces actes et la réalisation comme un acte militant. L'affaire, ça se passe donc en mars 1935, ça va secouer Bordeaux et surtout ses milieux anarchistes et libertaires. On va voir des grands noms de l'époque de ces milieux-là, qui s'appellent Aristide Lapeyre, André Prévotel, Louis Harel, qui vont être arrêtés et un petit peu mis sur le devant de la scène par notamment les autorités et la presse. Le scandale va vite enflammer cette presse-là, on va voir notamment pourquoi. Et les autorités vont un peu perdre la main sur les informations. Alors au départ, ils sont très ravis de voir en fait que les anarchistes et les libertaires sont arrêtés et puis mis en pâture un petit peu à la vindicte populaire. Ils sont aussi ravis de pouvoir annoncer qu'il y a des opérations qui sont faites de façon illégale et clandestine. Mais en même temps, ils n'ont pas totalement envie qu'on parle trop de cette affaire parce qu'ils n'ont pas trop envie qu'il y ait de la publicité autour de cette possibilité-là. Et donc, ils vont essayer d'éteindre un petit peu l'incendie qu'ils allument eux-mêmes, tout en n'y arrivant pas vraiment. Et contrairement à d'autres cas qu'on traite dans Medicine City, on ne va pas vraiment ouvrir les faits par la description de la scène de crime. En effet, dans cette affaire, ce qui est immédiatement à noter, c'est que quand le journal Le Matin décrit au matin du 1er avril la scène qui s'est passée, c'est une scène d'arrestation. On est après la commission des faits et quelques jours après en l'occurrence, et les arrestations se font grâce ou à cause de dénonciations qui ont été faites par des tiers qui sont au courant des faits. Donc il n'y a pas de flagrance, il n'y a pas de prise sur le vif, il n'y a pas de constat de scène de crime dans cette affaire. Il y aura que des preuves indirectes ou secondaires. Il y a plusieurs sources divergentes sur les auteurs des dénonciations, mais au global, il y a une concordance quand même de qui a fait quoi et comment ça s'est fait. On va en parler un petit peu tout à l'heure. On a quand même l'identification assez rapide du principal instigateur des opérations, qui s'appelle Norbert Bartosek, qui est un chirurgien autrichien exilé et qui est littéralement un routard de la vasectomie. Un routard, rien que ça. Pourquoi un routard ? Parce que, on va le voir tout à l'heure, il va parcourir l'Europe depuis l'Autriche, son pays d'origine, jusqu'en Belgique où il va être arrêté, en passant par l'Espagne et la France. Et en fait, quand il arrive même à Bordeaux, il vient de passer quelques semaines à Lyon, réfugié chez des anarchistes, où il a déjà pratiqué dans l'arrière-boutique de personnes qui l'ont accueilli son art médical. Je mets des guillemets à l'expression. On va comprendre un petit peu pourquoi il faut mettre des guillemets à l'expression art médical. Ce que l'on sait de l'affaire. Pourquoi c'était un barbare ? Non, pas du tout. Mais c'est plutôt par le côté utilisation des moyens du bord et puis faire en ça. En termes infectieux, c'est pas terrible, quoi. Ouais. Bon, sachant que le standard infectieux des années 30 en chirurgie, c'est pas terrible non plus, mais c'est encore un peu moins terrible que ce que ça n'a été. Bon, honnêtement, on a vu pire au niveau des chirurgies sans... Ouais, mais grâce à la Première Guerre mondiale, il y a eu de l'amélioration aussi. Ouais. Notamment, il faisait ça sous l'anesthésie. On va reparler tout à l'heure de l'anesthésie, ça va être un moment sympa. Donc, ce que l'on sait de l'affaire, c'est que il fait un premier passage à Lyon où il fait des vasectomies, j'allais dire, sous le manteau, dans l'arrière-boutique de
de commerçants qui l'accueillent, et il se fait une petite réputation dans le milieu anarchiste et libertaire. Lyonnais. Alors Du coup, lyonnais ouais. et puis français. Et puis, D'accord, comme il y a ok. des réseaux qui sont organisés un petit peu, il y a les Bordelais qui vont l'inviter. Il est invité chez des anarchistes bordelais et il va s'y rendre avec deux personnes qui sont des complices et des compères et des assistants chirurgiens. Alors tout le monde là-dedans n'est pas professionnel de santé. Ils font ça vraiment. Ah oui, c'est pas forcément Non, ils sont des aides opératoires ou des choses comme ça. Ils sont issus du milieu. Ils deviennent d'opératoires par force, quoi. Syndicalistes et ouvriers, en fait, ils ont prêté main forte et puis ils ont appris un certain nombre de gestes, ils ont appris à qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment, etc. En même temps, C'est assez facile. les chirurgiens, on sait très bien comment ça fonctionne. Ils ont besoin de matériel à bricomarché et compagnie. Donc bon, ouvriers, chirurgiens, c'est pas... Je rigole, amis chirurgiens. En tout cas, voilà, ces deux complices s'appellent Louis Harel, un Français, et un autre qui est un ouvrier anarchiste espagnol du nom de Jean Baeza. Le nom a été francisé notamment pour passer les contrôles de police, etc. Les douanes. Les vrais faits, tels qu'ils se sont passés les 23 et 24 mars 1935. Donc en fait, ils chercheront pas à savoir tout ce qui s'était passé avant à Lyon et compagnie. C'est vraiment... Si. Ah ouais, d'accord. Il va y avoir une enquête après, mais pour l'instant... Là, pour l'instant, ils sont arrêtés pour les faits du 23 et 24 mars. Voilà. Ok. Il faut savoir que tous les participants qui ont été opérés ces 23 et 24 mars sont consentants et volontaires. Il y en a tant que ça? Une quinzaine. Ah oui, d'accord. Une quinzaine, quand Bon, même. en même temps, c'est assez rapide comme opération. C'était déjà le cas à l'époque, c'est à peu près la même chose aujourd'hui? Ouais, l'opération, elle est rapide, elle est simple, elle est efficace. Mais c'est la même chose qu'il y a en 1935 aujourd'hui? Bah justement, on va y revenir tout à l'heure, mais globalement, on est sur des standards qui sont très très proches de ceux d'aujourd'hui, justement parce que il prend la technique que son frère a inventée avec un chirurgien autrichien et qui est vraiment une technique très très proche de celle qui est pratiquée aujourd'hui et qui accélère. Son frère, lui, il est toujours en Autriche? Ouais. Oui, lui, il a pas de souci particulier. Il est médecin là-bas. On va en parler de l'Autriche. Ah. Je vais t'emmener. Il a été arrêté. Je vais t'en parler de l'Autriche. D'accord. On va y aller, je te promets. Donc, il opère une quinzaine de volontaires qui sont tous anarchistes libres-penseurs. Et parmi eux, il y a Aristide Lapeyre, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui est l'un des fondateurs de la CGT-SR, c'est-à-dire Confédération Générale du Travail, section révolutionnaire. André Prévotel, qui est la personne qui accueille chez lui ces personnes-là. Puis après, des syndicalistes assez en vue, Caballero, Poli, Larère, Hernandez, Biel. Les dénonciations sont faites concomitamment par la femme d'un ami d'enfance de Prévotel. Sans doute, alors c'est des conjectures, hein, mais sans doute que Prévotel a expliqué à son ami d'enfance qu'il pouvait avoir recours à ça, que cet ami d'enfance en a parlé à son épouse s'est choquée et est allée en parler à la police. Moi je vois ça un peu comme ça. Et par un médecin en parallèle qui a eu à gérer une complication sans doute de l'anesthésie locale. Une complication avec décès ou sans décès? Non, sans décès. Il n'y a pas de décès dans l'affaire. Il y aura aucun décès dans notre Ah ouais, affaire. c'est pas des meurtres sordides, enfin de l'homicide involontaire, quoi. Non, il y a de la mutilation, il y a les autorités vont essayer de faire passer ça pour des actes de barbarie, castration, atteinte à l'image de la nation, atteinte à enfin tout un tas de trucs. L'image de la nation. Ah oui, mais oui. Ça va aller. Mère, patrie, c'était quoi? Patrie. Travail, famille, patrie. Voilà, travail. Alors, pas encore. Oui, c'est après, c'est Pétain, ça, mais bon. Mais on est quand même dans l'ambiance, hein. On est dans cette ambiance-là totalement. Et c'est ça qui va mettre le feu aux poudres notamment. Donc, les premiers noms que j'ai cités, André Prévotel, Aristide Lapeyre et les autres sont arrêtés les 30 et 31 mars 1935. Donc, c'est la veille de l'article qui sort dans le Matin qui a servi d'accroche à cet épisode. Ils sont incarcérés à la prison du Fort du Ha sous forte escorte policière menottée. Enfin, ils ont sorti vraiment la totale, la police. C'est à Bordeaux, ça? Ouais, le Fort du Ha, c'est à Bordeaux, oui. Ça remplace la prison, comment elle s'appelle déjà? Actuellement, oui. c'est la prison de Gradignan. Ah oui, Gradignan, c'est à Gradignan, donc c'est au centre de Bordeaux, quoi. Ouais, le Fort du Ha, à l'époque, c'est le haut lieu d'incarcération et d'exécution par guillotine de prisonniers. Ça va le rester jusque fin des années 60. Et bien entendu, dans le courant de la Seconde Guerre mondiale, ça va se muter en prison politique nazie, lieu de départ pour la déportation, etc. Dans les bagnes.
Et ben là, en l'occurrence dans les années 30 et avant que les nazis arrivent, c'est déjà de la déportation, mais plutôt vers les camps de travail, les bagnes, etc. Nos joyeusetés françaises de l'époque. L'affaire va donc passionner les journaux, qui voient une bonne occasion de feuilletonner sur du fait divers et de souffler sur des braises militantes qui sont bien présentes dans les années 30 en Europe. En post-crise. Là, entre les deux guerres mondiales, en post-crise de 29, dans la montée de tous les fascismes. De l'extrémisme, extrémisme et tout. Les fascismes et les nationalismes de l'époque dans les années 30. Enfin bref, l'Europe... tendue. L'Europe un peu tendue de ces années-là, effectivement. Et donc, ce qui est assez drôle quand on regarde un peu les titres et quand on lit les articles de journal que j'ai pu voir un petit peu, enfin de journaux que j'ai pu voir un petit peu de cette époque-là, on voit que par exemple la fibre patriarcale, familiale, elle est souvent sortie pour mettre en lumière l'inconséquence de ces hommes qui ont eu recours à la stérilisation volontaire. Et que, par exemple, Madame Prévotel, qui est donc l'épouse de celui qui accueillait chez lui et qui a eu recours, enfin un de ceux qui a eu recours à l'acte, elle est présentée comme une bonne mère d'un enfant de 18 mois. On la présente comme une bonne mère, comme une bonne épouse, comme quelqu'un de sérieux. On comprend pas exactement ce qui se passe. Je lis en même temps le conducteur. Je vois que ça vient de la France, de Bordeaux et du Sud-Ouest. Ouais, c'est ça. Voilà, Sud-Ouest, Bordeaux, c'est en dessous quoi, on va dire. Hein. Ouais. Bon, c'est pas vraiment le Sud-Ouest, Bordeaux. Bordeaux, c'est le Sud-Ouest de Paris maintenant. Oui. Non, je vous aime bien les Bordelais, mais bien sûr. Mais je suis désolée, Sud-Ouest, c'est bien en dessous. Harel, lui, qui est arrêté le 4 avril, il est responsable d'une teinturerie qu'il avait ouverte quelques mois avant. Il est également marié. Il est présenté comme un homme toujours élégant et affable qui jouit d'une estime générale. Et alors, ce qui est drôle dans l'article qui parle de lui, c'est qu'en fait, le journaliste insiste sur le fait que sur sa devanture, il y a la petite vignette du Comité national antituberculeux avec le portrait de Calmette en sauveur des tout-petits. Et donc, le journaliste ironise sur le fait que... lui qui s'est fait faire ça... d'un côté, il se dit sauveur des tout-petits, et en même temps, il fait en sorte de ne pas avoir de tout-petits, et que c'est scandaleux, enfin voilà. Ouais, mais c'est après... C'est pour vous donner un peu une idée de l'ambiance un petit peu vers lequel on essaie d'emmener les auditeurs et les lecteurs de journal pour se dire, en fait, regardez, ce sont des gens qui sont inconséquents, ils font n'importe quoi et ce qu'ils ont fait est un attentat. C'est exactement les mêmes choses qui sont dites par les catholiques extrémistes très souvent par rapport à l'avortement et tout, quoi. Tu vois. Donc chaque homme interpellé et incarcéré donc au fort du A se voit imposer un examen médical qui confirme la présence de 2 cicatrices scrotales qui sont compatibles avec une vasectomie récente. Scrotal pour scrotum. Scrotal pour scrotum, donc en gros c'est la bourse qui contient les testicules. Voilà. Et on va parler un peu plus tard de l'acte chirurgical. Et de ce que c'est exactement la vasectomie. Et le second de Bartosek, lui, Jean Baeza parvient à prendre la fuite en Espagne qui est pas si loin et il disparaît dans l'Espagne un peu troublé de ces années-là aussi. On le reverra plus. Il sera plus embêté par l'affaire des stérilisés de Bordeaux. Bon, il est probable qu'il se soit engagé dans la résistance antifranquiste et qu'il ait été fusillé aux alentours de l'année de 1939, puisque... Ça, on n'en est pas sûr. On n'en est pas sûr, mais j'ai retrouvé des sources qui mentionnent ça. En tout cas, tu l'as vu passer, quoi. Qui mentionnent ça. Après, il avait le profil pour s'engager contre Franco et faire en sorte que... Et donc, un mandat d'arrêt international est lancé contre Bartosek, qui est alors passé en Belgique. Il y est caché pas vraiment, mais il y est caché par 3 insoumis français qui sont clandestins également en Belgique, Ferdinand Perrat, René Berger et Henri Ferjas. Alors, quand je dis il est caché sans être caché, en fait, il est assez rapidement retrouvé, mais il est hors de la frontière, donc il faut officiellement qu'il soit rapatrié en France. Ce qui est assez drôle, c'est que Henri Ferjas est décrit comme libertaire qui a déjà été condamné
en 1933, c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est exilé en Belgique, par le Conseil de guerre pour objection de conscience. En gros, il avait fait valoir le fait qu'il ne souhaitait pas assumer ses responsabilités militaires en raison de convictions personnelles, donc en lien avec son anarchisme et son côté libertaire. Et donc en fait, il utilise ces réseaux clandestins de gauche, d'extrême. Enfin, aujourd'hui, on dirait d'extrême gauche, voire d'ultra-gauche. Et donc tous ces réseaux clandestins là qui maillent l'Europe et qui sont organisés, il les utilise pour à la fois pour avancer, mais aussi pour se cacher. La demande d'extradition de Bartosek, elle met les autorités belges dans l'embarras parce qu'en fait, au départ, il n'y avait pas de motif légal d'infraction pour la justifier. D'ailleurs, le gouvernement répond à cette demande de façon officielle en disant que le gouvernement belge dit le gouvernement français se sent touché dans ses intérêts les plus immédiats, mais on ne peut pas, nous Belges, l'extrader parce qu'en fait, la loi belge ne prévoit pas le crime de castration que le mandat mentionne en fait. Ils sont toujours en avance sur nous là-dessus. Alors en avance, en retard, je sais pas, mais en tout cas, les lois sont différentes d'un côté ou de l'autre, et en fait, c'est embarrassant parce que les Français veulent Bartosek, les Belges veulent pas trop Bartosek parce qu'ils se disent qu'il va il va agiter un petit peu les mouvements anarchistes, libertaires, etc. Mais en fait, on n'a pas de motif légal. Ça va se passer au niveau diplomatique, puisqu'au niveau légal, on peut rien faire. Et pour garder de bonnes relations et éviter un incident diplomatique, les autorités belges arrêtent Bartosek et l'extradent le 3 décembre. Donc, ils ont fait un croche-patte à la frontière et puis il est passé de côté français. Ça va assez vite. Ils font ça, bien entendu, au mépris de tout cadre légal. Oui, à cette époque-là, l'avocat, il va pas aller te dire, il y a vice de procédure, quoi. Ouais. Alors au début, on s'embêtait pas avec certains trucs là. Oui, tout à fait. Mais voilà, anachroniquement, je dirais qu'on serait face à une barbouzerie aujourd'hui, même si le terme il est apparu plus tard. Bon, bref, Norbert Bartosek va être emprisonné au fort du A, et sa correspondance, qui va être assez volumineuse, avec beaucoup de gens un peu partout en Europe, va être mise sous étroite surveillance afin d'en retirer toute information utile contre tous les gens qui gravitent dans cet univers-là, parce que la police était intéressée aussi d'avoir des informations, bien sûr. Et pas que sur les actes chirurgicaux qu'ils font. Ce qu'il faut savoir, c'est que Madame Prévotel, l'épouse de André Prévotel, qui a accueilli donc chez lui les opérations, va être rapidement mise en liberté, en fait dès le 11 avril. Pourquoi ? Parce qu'en fait les incriminations judiciaires et criminelles qui sont reprochées aux différentes parties prenantes ne sont pas explicitement interdites. La loi n'interdit pas la vasectomie en tant que telle. Mais les juges et les policiers et les juges essayent de rapprocher les faits de faits qui sont, eux, pénalement répréhensible dans la loi française, qui est la castration volontaire. D'accord. Et de toute façon, Madame Prévotel, elle n'a pas commis de vasectomie. C'est une femme, quoi. Elle n'a pas commis de castration et elle n'a pas subi elle-même de castration et de vasectomie. Donc, rien ne peut vraiment lui être reproché en tant que tel, pour le coup. Alors, ils auraient pu pousser le vice en se disant, elle n'a pas dénoncé les crimes qui se sont passés chez elle, etc., les complices. Ouais, mais après, c'était bancal déjà. Voilà, c'était déjà bancal pour tout ce qui était, pour tous les hommes, donc ils se sont pas, à mon avis, ils n'ont pas voulu trop jouer. Par contre, ça leur a porté préjudice au niveau de leur travail respectif au couple Prévotel, puisque tous les deux étaient employés des PTT. Alors pour les plus jeunes, les PTT, services postaux, c'est Postes et Télécommunications, et c'était l'administration qui gérait les postes et télécommunications. Punaise, même moi j'ai connu ça. Ils vont perdre leur emploi, avoir des conséquences sociales plus importantes, même pour elles, quoi. La remise en liberté provisoire d'Aristide Lapeyre et Prévotel interviendra que le 6 juillet. Ils vont passer quelques mois en détention en attendant d'organiser un petit peu leur procès, etc. Et de rassembler des preuves, peut-être. Ouais. Il faut savoir qu'en parallèle donc de cette histoire, la police française va essayer d'avoir un peu d'éclaircir un petit peu les réseaux anarchistes et libertaires de l'ensemble de la France et de l'Europe. Donc ils vont envoyer des commissions rogatoires un petit peu partout en France, à Nice, à Toulon, en Dordogne, à Paris, en région parisienne.
Il va y avoir pas mal d'arrestations, pas mal d'interrogatoires qui vont se faire. Et notamment, tous les membres qui sont visés, c'est les membres de la CGT-SR. Oui, les syndicalistes. Hein. Ouais, les syndicalistes révolutionnaires de l'Association internationale des travailleurs. Et vraiment, il va y avoir une enquête à charge qui va être mise. Et c'est vraiment cette proximité-là avec les mouvements anarchistes, libertaires, syndicalistes, communistes qui va mettre de l'huile sur le feu qui est entretenu par la presse de droite, conservatrice, voire nationaliste, serait resté là si simplement c'était un acte qui n'avait pas cette portée militante. Ouais. Et d'ailleurs, le sous-titre de l'épisode « Ni chair à canon, ni chair à patron », c'est un slogan anarchiste qui dit qu'en fait on fait ça pour ne pas créer d'hommes qui serviront à la guerre ou qui serviront au travail capitaliste en fait. D'accord, ok. Et donc c'est une revendication anarchiste et libertaire que c'était même pas pour moi je croyais que c'était des mecs super hype à la mode, non pas à la mode mais en avance sur leur temps et qu'ils avaient envie de contraception de couple parce que c'est bon, on a eu nos enfants, maintenant c'est fini, il n'y a plus besoin d'eux. Non, c'était vraiment pour une question militante, quoi. Tout à fait. Oh, la déception. Tout à fait. Alors c'est super parce que j'imagine, c'est super, ça a dû aider. Non. Alors ça. Bon, en même temps, quand tu regardes qu'aujourd'hui c'est toujours un sujet tabou. Pas dans les années 30. D'accord. Dans les années 30, on n'était pas sur la conception. Alors, on va y venir plus tard parce que c'est pas si quand même. Non, c'est pas si simple que ça. Tu vas voir, c'est pas si simple que ça. Mais j'imagine que dans le lot, il y en a forcément qui l'ont fait aussi pour en rôle de couple, quoi. Mais il y a eu des débats. Personnellement, il y a eu des débats parce qu'on veut pas et tu vois, et ça fait partie des choses des choses qu'il faut qu'on explore parce qu'il y a un contexte vraiment particulier. Et ce pourquoi cette affaire-là ne s'est pas limitée que à ce qui s'est passé les 23 et 24 mai 35 et qui est sorti dans la presse une semaine plus tard. Ça va vraiment beaucoup plus loin et on va en parler, on va prendre un peu de temps pour en parler. Donc la police saisit un petit peu tout venant de tout un tas de comptes rendus de réunions. Ils font des interrogatoires dans tous les sens pour essayer de trouver. Elle va vite s'arrêter parce qu'elle se dit que c'est allé déjà un peu trop loin et qu'on en parle déjà un peu trop de cet acte-là. Ah oui, et qu'ils voulaient pas en parler de trop. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est quelques semaines plus tard que la police cesse les investigations en se disant on a déjà des incriminés, on a déjà une affaire, on va s'occuper d'elle, on arrête la poursuite au niveau national. D'accord. Par contre, la presse, elle était lancée à cause de de ce côté militant des gens. Parce que ils ont mis un feu aux poudres sans le vouloir. Alors la presse, oui, mais la police auprès de la presse, moi je te parle. La presse, clairement, elle a mis le feu aux poudres. Par exemple, le matin dont je te parlais en exergue là, quand je t'ai fait la citation d'accroche, c'est un des 4 grands quotidiens nationaux de l'époque. Initialement, il est de droite modérée et il vire petit à petit vers une droite radicale, puis nationaliste et laïque. Vraiment, nationaliste et laïque, c'est militant, ça. Ah bah oui. Donc en l'entre-deux-guerres, il devient nationaliste et laïque, c'est la revendication qu'il porte. Et c'est la période pour laquelle on y est. Et pour te donner une perspective, au moment de l'affaire, il a viré anti-parlementaire et anti-communiste, donc il a vraiment une visée de ce qui est dans les productions qu'il a. Donc dès qu'il y a un communiste qui a fait un truc ou plus à gauche que les communistes, forcément il tire à boulet rouge, c'est sa ligne directrice. Et il y a un fait marquant sur ce journal qui se passe 1 an et demi avant notre affaire, en novembre 1933, parce que c'est ce journal comment français, il s'appelle ? Le Matin. Ce journal français qu'un certain Adolf Hitler, qui est un homme politique montant sur la scène européenne, pour rappel, en novembre 1933, il a perdu la présidentielle de 1932 et il est devenu chancelier en janvier 1933. La nuit des longs couteaux ne surviendra qu'en août 1934, donc en novembre 1933. Il n'est pas aussi connu qu'on connaît l'Adolf Hitler et il n'a pas fait tout ce qu'il a fait. Par contre, il a énormément de potentiel et beaucoup de gens ont pressentent ce potentiel. En positif. Faut avoir ça en tête.
Donc, nous, on sait, forcément, c'est facile. C'est ça, mais c'est pour ça que je fais un petit aparté en se disant que voilà, novembre 33, se dénommait Adolf Hitler choisit le journal Le Matin pour cette ligne éditoriale particulière, comme étant le journal français dans lequel il veut faire une interview, et c'est sa seule interview de presse française qu'il donne à ce moment-là. Clairement, on est sur la politique, sur la ligne politique proche de Laval, qu'on connaît bien. Bref, ce genre de presse-là va clairement mettre de l'huile sur le feu sur un mouvement de gauche, et en plus qui revendique un acte militant, comme je te dis, ni chair à canon, ni chair à patron, et clairement le ni chair à canon notamment passe pas du tout dans la presse, dans ce type de presse-là. Donc maintenant qu'on a dit ça, et maintenant que je t'ai présenté un petit peu le contexte, je pense qu'on va faire une petite précision sur ce qu'est une vasectomie, et en particulier la vasectomie sous anesthésie locale, comment ça se passe et où est-ce que ça se passe. Où est-ce que ça se passe. Donc, comme je disais, c'est une intervention chirurgicale. Elle consiste à interrompre ce qu'on appelle les canaux déférents, qui transportent les spermatozoïdes des testicules vers l'urètre. Après une vasectomie, l'homme continue à éjaculer, mais le liquide séminal, qui est fabriqué par la prostate, n'est pas concerné par l'intervention. La prostate fonctionne pleinement et le liquide simplement ne contient plus de spermatozoïdes, ce qui rend la fécondation impossible. Globalement, le volume de l'éjaculat, donc ce qui est éjaculé, est peu affecté par l'intervention, de l'ordre de 1 à 3% sur un volume de 3 à 5 millilitres en moyenne, c'est invisible. Donc là, en fait, tu es en train de me dire qu'on coupe l'accès des spermatozoïdes, mais qu'il y a toujours une éjaculation. On coupe la sortie des spermatozoïdes, mais c'est tout. Donc on ne joue en rien sur la virilité des hommes. Non, rien du tout. Ni sur le fonctionnement des érections, ni sur le fait d'émettre du sperme, ni sur le... Enfin, il n'y a rien qui, en apparence, modifie ça, ni même sur le fonctionnement. On va le voir des testicules qui fabriquent la partie des testicules qui fabriquent testostérone et qui participe aussi de c'est pas comme les animaux qu'on voit, les chiens... Par exemple, pas une castration dans le sens où on enlève... Falcipadoc, quand on lui a fait une castration, on a bien vu que ses testicules sont... Oui, se sont atrophiés. Voilà, se sont atrophiés, alors que là, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas le même type Les testicules restent toujours identiques à ce qu'elles étaient avant, quoi. C'est une méthode de contraception très efficace, et pour preuve, la vasectomie est considérée comme une des méthodes de contraception les plus efficaces, avec un indice de Pearl, ça va parler aux soignants et aux médecins, à 0,1, ce qui veut dire que qu'il y a une grossesse non planifiée sur 12 mois pour 100 femmes ayant un partenaire actif qui a une vasectomie. C'est-à-dire qu'en fait... 0,1, c'est pas énorme. Hein. Non, ça veut dire que voilà, on regarde une population de 100 femmes pendant 12 mois, elles ont des rapports réguliers avec un partenaire qui a une vasectomie, et ben il y en a moins de 0,1 sur ces 100 femmes il va y avoir moins 0,1 grossesse. Oui, j'ai compris. C'est très très efficace. Ouais. Et toujours les mêmes... On estime que C'est toujours la même chose aujourd'hui ? Oui, parce qu'on maintenant on a des données assez stables et l'opération elle est très codifiée. Il y a la vérification en post pour voir si ça a été efficace aussi. Globalement, l'échec de la vasectomie, c'est sur 2000 interventions, donc chaque 2000 interventions, il y a un échec. Et de toute façon, l'échec, il est paré maintenant par la recommandation de réaliser un spermogramme après. C'est-à-dire qu'en fait, tu lances pas, tu gardes une contraception pendant 2-3 mois. Tu vérifies l'efficacité, et une fois que l'efficacité est vérifiée par un spermogramme qui marque qu'il n'y a plus de spermatozoïdes actifs dans le sperme, à ce moment-là tu lèves les autres moyens de contraception. Tu es en train de me dire que dans 2 mois tu vas dans un labo, tu vas regarder comment il s'appelle ce magazine? Je ne sais pas. Si, tu sais. Non, je ne connais pas ce magazine. Ce magazine qu'on trouve sous les matelas des jeunes garçons. Ah, comment ça s'appelle? Falciparum, allez. Je ne sais pas. Ah, t'es chiant. Bref, tout le monde a compris. Playboy, voilà, merci. Donc tu remplis ta petite fiole, on regarde s'il y a des spermatozoïdes dedans, et si oui ou non c'est bon, bim bam boum, moi je peux aller faire retirer mon stérilet. Tout à fait. Elle est choisie généralement de manière définitive, même si une tentative de réversion est parfois possible, sans garantie de succès. Logiquement,
pour que ça fonctionne, il faudrait reconnecter les deux parties sectionnées du déférent et ôter les ligatures. En pratique, ça peut être un peu compliqué et ce qu'on conseille, c'est pour les hommes qui ont des doutes sur la procréation future, c'est de réaliser une cryoconservation de gamètes avant l'intervention et en cas de remords. Comme ça, c'est plus facile à utiliser. En plus, il y a des solutions. C'est merveilleux. C'est réalisé généralement en ambulatoire, c'est-à-dire sans nuitée d'hospitalisation, avant l'intervention. Tu nous parles d'aujourd'hui ou de l'époque? Non, actuellement, là, je te dis comment ça se passe. Avant l'intervention, il y a un entretien médical et un délai de réflexion qui est obligatoire. Et en France, il est de 4 mois. C'est plus long pour les femmes, hein? Non, c'est le même délai pour les femmes. Non, je te parle par rapport à l'avortement. Il faut attends. être plus rapide, là. Non, je te parle par rapport à la stérilisation tubaire, par exemple, pour les femmes, la ligature des trompes, etc. C'est le même délai. Parce que c'est un acte considéré comme irréversible. Oui, c'est ce qu'elle a fait. Par contre, effectivement, là où c'est intéressant, c'est que quand tu veux faire une hystérectomie, une stérilisation tubaire ou une vasectomie, là, tu dois réfléchir pendant 4 mois. Ok. Mais il y a un certain nombre d'autres actes qui sont qui ont des conséquences aussi radicales et définitives que ces actes-là, qui ont des délais moins importants. Je parlais de l'IVG, par exemple. Moi, je pourrais te parler de chirurgie esthétique. Demain, je veux me refaire le visage complètement et je veux changer complètement ma représentation. J'ai 15 jours. 15 jours 15 jours de réflexion. Ah ouais? Oh, je pensais que c'était plus long quand même. Par contre, 4 mois si je veux avoir recours à ça. Donc ça pose un certain nombre de débats, tu vois. Là, on discutait il y a quelques mois de ça du recours à l'euthanasie, par exemple. Ils évoquaient un délai de 10 à 15 jours. Ouais. Et donc... Mais c'est hyper court, quoi. En fait, c'est surtout que, à mon avis, le délai pour ce genre d'acte est très long, trop long. 4 mois, c'est vraiment très long. Ouais, bien sûr. Bon, globalement, le patient, lui, pour revenir à l'opération, il est en position allongée, une désinfection locale est réalisée, le rasage du scrotum est généralement réalisé aussi, scrotum, donc c'est les bourses, et on fait une petite injection d'anesthésique locale, on utilise maintenant de la lidocaïne, vous allez voir tout à l'heure qu'on va parler d'un autre anesthésique local. Pour ceux qui ont été attentifs à l'épisode précédent, j'ai divulgaché ce dont il s'agit. Ça va supprimer la douleur, le patient reste conscient, et globalement, durant l'intervention, on ressent pas grand-chose, une légère pression, une sensation de tiraillement, et ça passe assez vite. Oui, tu sais de quoi tu parles en plus. Ouais, globalement, le chirurgien, il fait donc 1 à 2 petites incisions qui font 5 à 10 mm. On localise le canal déférent de chaque côté, on l'attrape, on réalise des ligatures, on sectionne entre les ligatures, ou alors on les cautérise, et on referme. Point de suture résorbable, et c'est fini. Alors il y a même des techniques micro-invasives maintenant sans scalpel qui sont développées. Je ne vais pas vous les développer maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que la technique que je viens de vous présenter là tout de suite, c'est très 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 proche de celle que Norbert Bartosek en 1935 de façon clandestine réalisait. Il faisait exactement la même chose. D'accord. Mêmes ouvertures, mêmes incisions, même technique opératoire. Et cette technique, elle avait été développée donc par son frère et professeur Schmerz, on verra, à l'hôpital de Graz en Autriche. Et donc, c'est ça que je voulais dire en fait en présentant la technique actuelle, c'est que finalement, il faisait à l'époque modulo quelques règles d'hygiène et le fait qu'il faisait ça de façon clandestine dans des endroits qui n'avaient pas d'allure de bloc opératoire, mais globalement il faisait la même chose. Le patient rentre chez lui le jour même, repos 24-48 heures, des sacs de glace, on évite les efforts physiques et les rapports sexuels quelques jours. On évite de monter sur une moto aussi. Et on évite la moto, ça fait mal, la moto 48-72 heures je crois. Ouais. Bah après oui, c'est pas très agréable. Ouais, t'as pas voulu respecter le truc, hein. Heureusement que je t'ai forcé, hein. Et pour le coup, on fait un contrôle de 3 mois après avec un spermogramme pour vérifier la présence, l'absence en l'occurrence de spermatozoïdes. Et après, c'est considéré comme acquis et définitif. Donc, globalement, on est sur une technique qui est pas mal fiable. Mais au-delà de la technique en elle-même, la vasectomie, elle emporte avec elle une autre symbolique qui est compliquée de pas aborder, puisqu'en fait, on est directement sur une intervention qui touche aux testicules des hommes, et les testicules des hommes, c'est la vérité, les capacités reproductives, le devoir de
le devoir de fournir des hommes à la nation pour le travail et pour l'armée, et pour le renouvellement de génération, rien que ça. Donc on est sur du très symbolique en fait finalement. La masculinité. Tout à fait. Et là je vais te faire un petit retour en arrière et une petite digression sur comment on est venu à vouloir les sectionner, ces canaux déférents, et puis à tenter à cette virilité supposée et venir à se dire tiens, on va aller faire une opération des testicules. C'est en 1885 que le chirurgien et urologue français, c'est français madame cette histoire, qui s'appelle Félix Guyon, qui fait la première résection du vas deferens, qui est en fait le nom latin des canaux déférents. Et il propose ça comme alternative à la castration dans le cadre des hypertrophies prostatiques. Alors la castration, globalement, c'est on enlève les testicules. Ouais. Concrètement, on coupe. Qui vendait pas trop du rêve. Ce qui vendait pas trop du rêve, et surtout qu'il y avait énormément de conséquences. Des eunuques, quoi. Conséquences qu'on avait identifiées assez tôt. Donc les eunuques, pour le côté, ils sont incapables de se reproduire, ils sont incapables d'avoir des érections pour pouvoir nuire dans les harems, etc. Ça, on avait très vite identifié que ça avait ça comme conséquence. Mais on s'était rendu compte aussi que si on faisait des castrations très très tôt dans la vie des hommes, enfin des garçons, en fait les caractères sexuels secondaires ne se développaient pas, et que les hommes ne muaient pas, et qu'ils restaient assez féminisés. Et on en a fait des castrats, par exemple, pour chanter des opéras, etc., etc. Bon, bref. Et donc, en fait, en 1885, on s'est dit, la castration, comment faire en sorte de garder sa masculinité et voilà. Et donc, et de développer les caractères sexuels avec le développement de l'anatomie et puis des compréhensions un petit peu physio du corps humain, Félix Guyon se dit, on va juste couper le vas deferens, le canal déférent, et on va voir un petit peu si je peux traiter l'hypertrophie de la prostate comme ça. Ça, c'était autorisé quand il a fait ça ou pas? Alors, on va voir que ou c'était un petit il va y avoir des choses très drôles avec la vasectomie, c'est qu'en fait, il va y avoir plusieurs types de vasectomie. Je vais te parler de 4 types de vasectomie différents. Enfin, de 4 oui, il a fait des expériences, quoi. C'est ça que tu es en train de me dire? Je vais te parler de 4 indications de vasectomie différentes, et il n'y en a qu'une seule qui est pas autorisée, c'est celle qui est demandée de façon volontaire. Toutes les autres sont autorisées parce que pourquoi pas. Bah oui. Voilà. Et donc, il essaye de faire ça. Il décrit dans le premier congrès d'urologie qui s'est tenu à Paris le 22 octobre 1995 sa technique substitutive à la castration comme étant efficace. Et beaucoup de chirurgiens urologues vont se dire, tiens, on va s'y mettre nous aussi. Et il va y avoir pas mal d'essais, pas mal de choses qui vont être tentées, des thèses qui vont être produites. L'idée, c'était à chaque fois d'agir sur des conséquences, notamment sur la prostate, sur l'adénome de la prostate, qu'on ne savait pas gérer à l'époque autrement qu'en faisant ça. Alors aujourd'hui, on sait que ça ne fonctionne pas. Oui. La vasectomie n'a absolument aucun effet sur le volume de la prostate. Mais à l'époque, ils pensaient que ça fonctionnait bien. En parallèle des urologues, il y a l'allemand Berthold qui en 1849 commence à étudier un petit peu les productions et sécrétions des organes et tissus génitaux, et qui fait des recherches en fait qui aujourd'hui seraient considérées comme endocrinologiques. C'est un biologiste lui du coup, un endocrinologue? Alors c'est un médecin biologiste, ouais. Oui, d'accord. Aujourd'hui on dirait endocrino maintenant. Oui. Et en fait il va ni plus ni moins que fonder les prémices de l'andrologie à la fin du 19e siècle. De son côté, le français Braun-Séquard, le professeur Braun-Séquard, c'est alors pour ceux qui sont intéressés à l'histoire de la médecine, c'est le même que le syndrome de Braun-Séquard en neurologie, vous savez, l'hémissection de moelle, pour ceux qui s'y intéressent. En fait, c'est quelque chose qu'on aime à apprendre en neuroanatomie, le syndrome de Braun-Séquard, parce qu'il est spectaculaire. Moi, ça me fait penser à d'autres noms connus qu'on a connus tous les deux. Ouais. Et donc en fait lui, Braun-Séquard, il va expérimenter une injection. Alors là on va sur cette partie-là, je me suis fait un peu plaisir parce qu'on est sur l'histoire de la médecine et on est sur des moments un peu fous de l'histoire de la médecine. Après on tente sur l'humain et c'est rigolo. En fait ils vont pas
tenter que sur l'humain, ils vont aussi beaucoup tenter sur eux. Et en fait, sur eux-mêmes. Oui. Ah ouais, et en fait, lui, par exemple, son truc, ça va être de faire une injection à base de testicules de cobaye sur lui. J'aurais des plus grosses couilles. En 1896, et en fait, il va dire, tiens, il y a des effets sympas quand je m'injecte des extraits de testicules de cobaye. Il y a une plus grosse érection. Du coup, il y a d'autres médecins qui vont Son kiki l'a poussé. Il y a d'autres médecins qui vont emboîter le pas. Par exemple, l'américain Franklin Stone qui, lui, va se greffer sur lui-même des tranches de testicules de prisonniers décédés. Putain, c'est pas possible. Complètement. Ils sont barrés, quoi. Ouais. Il va aussi faire ça sur d'autres prisonniers qui étaient bien vivants. Sans consentement, par contre, j'imagine. Voilà, donc lui, il va essayer de faire ça. Donc il va greffer des testicules, Mais il va faire des pourquoi vasectomies. En fait, là, l'idée, c'est de... Oui, c'est de faire de la recherche sur l'efficacité de... Là, c'est de traiter, entre guillemets, le crime sexuel. C'est de se dire, on a des prisonniers qui sont là pour des crimes sexuels ou qui commettent des crimes... Des espèces de castration chimique, c'est ça qu'ils veulent faire. Trouver une castration pour baisser la perversité, les trucs comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a une cause organique à ça? Et est-ce que je peux traiter ça est-ce que je leur enlève les testicules tout ou partie? Est-ce que je leur rajoute des testicules? Est-ce que, vraiment... ça, c'est trop drôle, quoi. Mais cette période-là est un peu folle pour ce genre de théorie. Comme en psychiatrie, il y avait beaucoup de choses qui étaient tentées aussi, quoi. On est clairement sur les expérimentations un peu limites sur des humains, pas totalement volontaires, largement pas trop cadrés, quoi. Standards et normes actuelles, mais bon, c'est l'époque qui voulait ça. Bref, il y a aussi, c'est l'époque de Voronov, Serge Voronov, et là aussi, ça va parler à ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire de la médecine, parce que je peux pas parler de cette période-là, je peux pas parler de testicules sans parler de Voronov. Voronov, c'est les testicules de singe. Et en fait, c'est celui qui s'est illustré et qui est devenu célèbre dans l'histoire pour l'institutionnalisation des xénogreffes de testicules de singe. Je vais pas pouvoir vous parler trop de Voronov, mais vraiment aller voir sur sa bio, tout ça. Mais pour ceux qui vont un peu plus loin, il y a un film des Marx Brothers. Il était tellement célèbre en fait qu'il a inspiré l'équivalent de la pop culture de l'époque. D'accord. Et que par exemple dans le premier film des Marx Brothers qui s'appelle Coconuts, en 1929, il y a une voix féminine nasillarde crépitante qui chante une chanson. Alors je vous ai pas mis en anglais, mais globalement. Tu veux que je chante? La traduction, c'est: si tu es trop vieux pour danser, procure-toi une glande de singe et puis allons-y. Allez ma petite chérie, voici la théorie de Darwin qui nous dit à toi à moi de faire le monkey doodle doo. Et le monkey doodle doo, c'était l'opération de se faire greffer des testicules de singe pour essayer de regagner en virilité. En fait, le truc, c'est que on savait pas à l'époque que c'était pas tellement les testicules de singe, mais c'était plutôt le fait qu'ils étaient, qu'ils comportaient de la testostérone en eux et que finalement ça correspondait à un apport exogène de testostérone, quoi. Bref, c'est vraiment une histoire un peu cette partie-là de l'histoire de la médecine qui est absolument folle. Bon, qui a laissé quelques vilaines traces à certaines personnes qui n'étaient pas forcément d'accord, mais... Ah oui, c'est sûr. Mais voilà, Voronov... A posteriori, quand on regarde ça, on se dit, mais c'était ma boule, quoi. D'avoir des idées pareilles... Ouais. Mais c'est ce qui a fait avancer la science. Ça aussi. fait partie des choses qui sont nécessaires à connaître et à comprendre pour pouvoir se dire comprendre que ce qui se passe aujourd'hui. C'est cette folie-là et ce côté hors limite qui a malgré tout fait avancer les choses, parce que tu vois, Brown Sequard par exemple, on en garde aujourd'hui le nom. Voronov est très connu aussi. Enfin voilà. Mais ça reste des heures sombres de l'histoire de la médecine. Quand tu regardes quelques années après. Il y a un médecin célèbre qui officiait sur des jumeaux, sur des enfants clairement, juifs. On n'en arrête pas, on n'a pas arrêté après. Et donc en parallèle des découvertes anatomiques, physiologiques, chirurgicales, physiopathologiques, commencent à naître des courants de pensée et des écoles de pratique. Et là, il faut que je te parle de Eugène Steinhardt. Et là, on commence à aller voir du côté de l'Autriche. L'Autriche, on va y passer un petit moment tout à l'heure. Et le personnage d'Eugène Steinhardt, c'est lui aussi pareil, quelqu'un qu'il est intéressant d'aller vérifier d'aller surveiller un peu son profil. Parce qu'en fait, lui, il va utiliser ces techniques-là et ces approches-là pour justifier de théories de régénération du corps.
Lui, il va reprendre une idée assez ancienne. L'eugénisme, c'est ça? Non. Alors, on n'est pas encore dans l'eugénisme, D'accord. on va y arriver. Mais là, c'est de la régénération du corps au sens jouvence, tout ça. D'accord. Et donc, il imagine que dans la semence masculine, il y a une substance qui maintient les hommes jeunes et en bonne santé, pleinement virils. Comme une crème pour la peau, quoi. Ouais. Alors, ce qu'il n'a pas imaginé encore, c'est que probablement ce qu'il considère comme étant cette substance, c'est la testostérone. Qu'effectivement, il peut y avoir une baisse de testostérone avec l'âge et qu'il met ça en lien avec la production de spermatozoïdes et ce qui est visible de la production génitale masculine. Mais bref, lui, il fait l'amalgame et il se dit, en fait, avec la vasectomie, on a une intervention là-dessus. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs types de cellules dans les testicules, qu'il y avait les cellules qui donnaient les spermatozoïdes et qu'il y avait d'autres cellules qui donnaient, dont on ne savait pas exactement ce qui se passait. Et il va utiliser la ligature des canaux déférents pour essayer de stopper la production de cellules qui fabriquent les spermatozoïdes en vue de favoriser les autres, et en se disant, je vais augmenter comme ça les caractères masculins et la jeunesse. Et donc, ça fait comme ça des super mâles. Ouais, mais en fait, en gros, c'est de se dire, je supprime les fonctions exocrines des testicules et je favorise l'activité endocrine. Je favorise la production d'hormones aux dépens de la fabrication des spermatozoïdes. Et ça, en fait, il va le... Ça me fait penser à un bouquin que j'ai lu. Ah si, c'est le livre qu'on avait lu, tu te rappelles? De la fabrication de... C'est de la science-fiction. Tu sais, il part en guerre, c'est un vieux monsieur qui part en guerre, sa femme est décédée. Ah, Le vieil homme et la guerre. Oui, Le vieil homme et la guerre, voilà, c'est ça. C'est pareil, il parlait de fabrication de super-hommes et tout, aussi, c'est le même concept. Là, en gros, Steinhardt, lui, il va clairement dire et il va vendre cette technique-là, parce qu'en fait, il pense pouvoir intervenir sur les caractères physiques et les caractères comportementaux, et notamment réinspirer l'attirance des hommes pour les femmes. Ni plus ni moins. Donc c'est ce qu'il vend comme technique. Et donc en fait il va théoriser son approche. Il va vendre cette approche-là qui est en fait une vasectomie. Il va pas l'appeler comme ça. Il va l'appeler opération de rejuvénation. Oula. Pour une bonne présentation quoi. Cure de jouvence en fait finalement, une opération de rejuvénation qui l'opéra. Et il le savait qu'il y avait plus de possibilité de féconder. Oui, mais il le disait pas par contre. Ce qu'il cherchait à développer, c'était le côté les testicules produiront plus de testostérone et auront une activité hormonale plus intense. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que il te propose un truc pour être pour aller plus vers les femmes, d'être plus masculin, plus bonhomme. Mais en même temps, tu peux plus de gosses. Voilà, et tu peux plus faire de gosses quoi. Oui, mais c'est pas grave, ça. C'était pas le truc qui l'intéressait le plus. D'ailleurs. Faut que je te cite. Oui, mais la population, elle, c'est pour elle, l'homme, s'il peut pas enfanter, c'est plus un homme, tu vois. C'est pas ce que Steinhardt vendait. Steinhardt vendait le côté puissance masculine au sens puissance masculine. D'accord. Voilà, et puis attirance vers les femmes, etc. D'ailleurs, un des clients célèbres de l'opération de Steinhardt, c'est un certain Sigmund Freud. Oh. Bah oui. Du coup, lui, comme ça, il était pas emmerdé en plus. Il était un peu obsédé sur la chose, etc. Et qui, pour le coup, n'a pas été embêté par les conséquences de la chose. Donc il s'est fait... Ah oui, d'accord. Okay. Bah voilà. Donc l'opération de la réjuvénation, qui est une expérience de pensée qui fait que tu libères la sexualité et la puissance sexuelle masculine sans les conséquences. Ouais. C'est pour ça que ça attire des gens comme Sigmund Freud qui en font la publicité. Bien sûr. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'il n'appelle pas ça vasectomie, parce qu'il ne veut pas s'associer au côté un peu sombre de la vasectomie. Bon, on est déjà sur des dérives manifestes concernant la pathologisation de la vieillesse, la vision utilitariste des corps et une réassignation à la bonne sexualité dans un processus qui caractérise la valorisation de la jeunesse, la masculinité, etc. Bon. Mais c'est pas la pire des choses la pire des dérives qui arrivent avec ce genre d'opération, vraiment. Parce que là, retrouver sa jeunesse, c'est une première chose. On va clairement maintenant remettre du contexte xénophobe, nationaliste,
patriotique Mhm. dans la boucle, et quand on met tout ça en plus d'opérations qui ont vocation à contrôler des naissances, Ah oui, puis on est en Allemagne, enfin en Autriche. on est en Europe au sens large, Oui, et oui, donc non, oui, il va mais- y avoir des dérives eugéniques qui vont se faire. Et pour le coup, dans l'Europe, à la fin du 19e, début 20e, et en Amérique du Nord un peu plus tard, clairement il va y avoir un âge d'or sur les dérives eugéniques qui va se passer. Et on va même parler d'ingénierie démographique, sur comment on gère un petit peu le contrôle des naissances et qu'est-ce qu'on peut faire pour les contrôler, etc. Ok. Et donc, on va essayer de faire un tri parmi les meilleurs procréateurs masculins. Là, pour le coup, on va commencer à se dire, tiens, on va essayer de trouver les meilleurs procréateurs masculins. Alors, pour ceux qui savent pas... Comment ils font? Ils passent une annonce dans un journal, cherchons meilleur... Pour ceux qui savent pas, l'eugénisme, ça vient de mots grecs, et on reconnaît assez facilement l'étymologie, qui dit que c'est les bons gènes, les meilleurs gènes. D'ailleurs, c'est un de mes films préférés qui est Bienvenue à Gattaca. Le personnage principal s'appelle Eugène à cause de ça, parce que justement il a les meilleurs gènes et la meilleure patrimoine génétique. Et donc on va essayer de se dire qu'on va pouvoir aller stériliser la mauvaise partie de la population. Eh oui. On va essayer de rationaliser un petit peu ça. Mhm. Et donc, partisans et les successeurs de Bénédicte Auguste Morel, là je vous fais pas une présentation détaillée, mais en gros, c'est quelqu'un qui a développé des théories néo-darwiniennes d'un certain nombre de maladies psychiques, psychiatriques, suite à des processus de dégénérescence. Donc il va expliquer, lui, que c'est dans l'état naturel des choses, donc c'est du darwinisme, que un certain nombre de choses apparaissent et que on peut éventuellement les contrôler en désignant, en repérant qui est le mieux à même de survivre dans le monde, en fait, et qu'on ne fait que aider la nature de repérer des caractéristiques plus faibles ou plus fortes. Ok. Donc, naturellement, on se dit, le repérage, ça peut être fait ça doit être fait par les médecins, puisque eux, ils ont cette idée de ce que peut être une déviation maladive du type primitif, comme on disait à l'époque. Mhm. Et on va commencer tranquillement à faire de l'eugénisme une sous-branche de la médecine de la reproduction, en fait. Se disant, on va pouvoir un peu agir comme ça. Donc ça devient pour certains une vraie science qui se présente comme humaniste et généreuse et qui va raviver la responsabilité de la procréation dans un but de moins accabler la société, de produire des gens qui sont plus productifs, qui sont plus utiles, qui sont etc. C'est incroyable, c'est une époque vraiment où tu trouvais le meilleur comme le pire, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et donc on va avoir aussi des sous-courants de gens qui chercheront les hommes beaux, les hommes forts, les hommes... Ça me rappelle des trucs, ça. Mais complètement. Là, la Seconde Guerre mondiale, les blonds, les yeux bleus... Mais on est dans ce terreau-là, en fait. Ah, complètement. Ce terreau-là qui les vient baby, pas de nulle comment part. s'appelle ça, les baby... Ils appelaient ça comment, tu sais? Là où ils faisaient les bébés avec les Allemands blonds et les... Oui, les baby... Je ne sais plus, mais Ah, oui. tu vois de quoi je parle? Ouais, tout à fait. Et donc, en fait, entre... Born. Baby Born, je crois que c'est. Entre 1928 et 1935, il y a plusieurs lois qui instituent des stérilisations forcées qui vont entrer en Europe. On en aura en Suisse, au Danemark, en Allemagne, en Norvège, en Suède, en Finlande. Mais ça, bon, je vous ai dit un petit peu qu'on en parlerait de façon un peu plus... voilà. Mais ce qui est intéressant dans l'eugénisme de population, c'est que c'est particulièrement transpartisan comme idée. C'est que là, on est sur de la sélection type extrême droite, plutôt. Tu vois, la sélection de la bonne personne, et puis de l'amélioration de la race, et puis et d'élimination des personnes qui sont pas de cette race-là. On est sur de l'eugénisme typiquement tel qu'il a été développé par les nazis, par exemple. Mais de l'autre côté du spectre idéologique, on a aussi un intérêt pour l'eugénisme. Et ça peut être bizarre comme ça. Eh bien, en fait, pas tant que ça. Parce que dans ces
dans cette partie-là du spectre, il y a des mouvements qui sont néo-malthusiens. Et en fait, Malthus, c'était qui? C'était un célèbre pasteur qui a développé des idées que, au global, un endroit, un pays, une région ne peut héberger, ne peut nourrir qu'une certaine quantité de personnes. Donc il faut savoir limiter la quantité de gens qui occupent une telle région, et pour vivre en harmonie, etc., en bonne coopération. Voilà. Et ces idées-là réapparaissent dans ces années 20, 30, début du 20e là. Et dans la gauche, du coup. Pour le coup, on est à gauche. Et en fait, il y a une génération consciente vers le pacifisme, vers la libération prolétarienne, vers l'émancipation des femmes, vers la libération sexuelle, qui se disent que on ne peut y arriver qu'en maîtrisant un certain nombre de productions démographiques. Et la production démographique, c'est la production d'enfants. Et c'est en fait là où il y a une conjonction et une concordance des points de vue. Et on se dit, en fait, pour réduire la quantité de gens qui arrivent sur Terre, en fait, il faut sélectionner les personnes, en fait. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le même cas sur ces personnes de gauche aussi, qui sont le plus souvent de gauche. On a les personnes de droite qui pensent que faut pas tuer les bébés, machin. Enfin, tu vois de quoi je parle. Enfin, tout le monde, je pense. Et les personnes de gauche qui, certaines personnes, hein, bien sûr, je catégorise pas ni la gauche ni la droite, qui pensent qu'il ne faut pas faire de bébés par écologie. Ouais. Tu vois, fait, on est un peu dans. En fait, aujourd'hui, c'est la même chose, sauf que c'est décalé à l'écologie, en fait. C'est du néo-malthusianisme aussi. C'est juste. Ou alors, pas forcément qu'à l'écologie. On a le fait de toute façon, va y avoir des guerres et tout. On peut pas faire d'enfants pour éviter. Ou la surpopulation, machin et tout, quoi, tu vois. C'est la même chose, il n'y a rien qui a changé, quoi, finalement. On est typiquement dans cette idéologie-là. Et c'est pour ça que je dis que c'est transpartisan et que pour le coup, ça des deux côtés, quoi. C'est la même chose que l'autre côté, mais sauf que ça a des idées différentes. Ouais. Et en pratique, en 1910, il y a un congrès qui se fait... Comme quoi ils sont pas différents. Le congrès néo-malthusien de La Haye, qui présente la vasectomie comme destinée à empêcher la reproduction des malades, des criminels, des tarés de toutes sortes. Alors taré, c'est à entendre au sens médical du terme, qui présente une tare médicale, qui présente une anomalie. Un des partisans de ce néo-malthusianisme-là et qui présente ces documents-là s'appelle Dr Rutgers, qui est un médecin hollandais qui va présenter les bienfaits de la vasectomie et qui suggère même que, je cite, un fonds soit créé pour permettre de pratiquer ces opérations sur tous les tarés qui le désirent, et cela gratuitement. Ah, ils ont le droit de choisir ? Ah oui, mais parce qu'en fait, pour le coup, on est du côté milieu libertaire. Oui, non, mais je sais, mais pour tous les tarés qui le désirent, les tarés, c'est un terme médical pour dire qu'ils ont un handicap. Là, en l'occurrence, par exemple, t'imagines quelqu'un qui est porteur d'un handicap, je ne sais pas moi, visible ou invisible, peu importe, et t'as pas envie de le transmettre à ta descendance, et du coup, tu te dis, je vais me stériliser volontairement pour éviter de... Et donc, il fait un appel même aux chirurgiens pour qu'ils brisent les traditions néfastes, les préjugés meurtriers de la race et tentent courageusement de sauver les individus, les sociétés, l'espèce. Donc, c'est une citation. Je sais pas si toi, ça te parle, Rutgers. Moi, ça m'a parlé tout de suite quand j'ai vu ça, et je savais pas exactement pourquoi. Et en fait, j'ai recherché un petit peu parce que je me suis dit, mais j'ai déjà vu ce nom-là. Et en fait, je l'ai déjà vu parce que Rutgers, c'est une fondation internationale qui est assez connue. Et c'est de là, en fait, que j'avais le nom en tête. Parce que je connaissais la fondation, mais je connaissais pas le docteur Rutgers de 1910 qui a fait le congrès à La Haye et qui a parlé de vasectomie. Et en fait, Rutgers International, c'est aujourd'hui une des grandes fondations à vocation à travailler partout dans le monde, en Europe, en Afrique notamment, et qui promeut la contraception volontaire, qui promeut la libre vie sexuelle et sans contrainte. Féminine et masculine. Féminine et masculine. Okay. Et donc en fait aujourd'hui qui est une ONG des plus reconnues et affichées. Et donc ça va dans la lignée de ce bonhomme. Alors leur logo aujourd'hui, leur slogan, c'est « Nous travaillons à l'amélioration de la santé et des droits sexuels et génésiques aux Pays-Bas, en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique latine. » Et
Ils ont une petite page dans leur site, parce que je suis allé voir un petit peu, où ils assument moyennement leur paternité par Johannes Rutgers, qui dit qu'en gros, les visions néo-malthusianisme et eugéniques de l'époque ne sont plus endossées actuellement au profit simplement du droit à la sexualité libre, au contrôle des naissances, à l'expression des libertés individuelles, et plus simplement pour ne plus diffuser c'est comme tares génétiques Hugo Boss qui va pas, ou la SNCF qui va pas aller dire ouais on était fan de ce que il faisait pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin tu vois, ça n'a pas de sens. Ouais. Et donc ces mouvements néo-malthusianistes qui étaient à l'époque, ils vont se faire eux-mêmes déborder sur leur flanc gauche par les anarchistes et les libertaires qui vont aller encore plus loin. C'est possible. Bah oui, parce que eux ils vont prôner quoi? Ils vont prôner le fait que il faut absolument limiter la quantité d'hommes qui arrivent sur Terre pour justement ne pas fournir des hommes destinés à faire des soldats ou des hommes destinés à faire des ouvriers. Oui. Le fameux. On en revient sur le groupuscule du début. On reboucle sur ni chair à canon ni chair à patron, qui était le slogan de Norbert Bartosek et qui était ce pourquoi les hommes se faisaient vasectomiser. Et donc c'est comme ça que Norbert Bartosek a pu arriver et a pu convaincre des gens de s'inscrire là-dedans. Il serait arrivé 20 ans plus tôt, c'était pas la même, quoi. C'est à cause de tout ce cheminement-là, en fait, qu'on a eu ce cheminement, cette possibilité-là. Mais il faut savoir que toutes les opérations sont pas forcément acceptées dans ces milieux, y compris libertaires et anarchistes, et que malgré tout, on a quand même des sous-groupes qui avaient du mal avec l'opération une intervention chirurgicale sur les testicules masculins, parce que malgré tout, les tabous, malgré tout, le ressenti était un peu compliqué, quoi. Bref, je vais juste vous faire une petite... Non, je pense qu'on va pas forcément parler maintenant. Je pense qu'on va faire une pause avant tout, parce qu'on on a déjà parlé pas mal de choses. On va faire une deuxième partie de l'épisode, parce qu'il y a encore énormément de choses à faire. Je vous avais promis une anecdote de cette histoire qui est intéressante à partager et par laquelle on va commencer la deuxième partie, puisque Norbert Bartosek, je vous ai parlé de testicules et je vous avais parlé de cocaïne dans la fin du précédent épisode. Norbert Bartosek, lui, dormait ses passions à la cocaïne. Et donc, restez connectés, on va parler de cocaïne dès le début de la deuxième partie. C'est pas totalement comme ça. C'est pas grave, c'est l'idée qu'on en a. C'est exactement l'idée qu'on en a et c'est ce qu'on va faire un petit peu après. À tout à l'heure alors ? À tout à l'heure.